Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats des travaux que nous avons menés au cours des derniers mois. Je suis accompagnée de Mme Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, M. Alain Fortin, vérificateur général adjoint, et Martin Saint-Louis, directeur principal d'audit. Le rapport de ce matin présente les résultats de 4 audits de performance que mes équipes ont menés sur, premièrement, la gestion du parc immobilier des cégeps. Deuxièmement, les activités de la Société québécoise du cannabis, la SQDC. Et troisièmement, la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance qui sont sous la responsabilité du ministère de la Famille. Et enfin, le régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux. Tout d'abord, le parc immobilier des cégeps se détériore grandement. Les 2/3 des bâtiments des cégeps sont en mauvais état. Et les investissements prévus ne permettront pas de renverser la situation. De plus, le processus d'attribution des budgets en maintien d'actifs du ministère de l'Enseignement supérieur est inefficace, ce qui cause des problèmes pouvant aller jusqu'à la fermeture de certaines installations. Nous avons aussi constaté que certains cégeps font face à un déficit d'espace important alors que d'autres sont en surplus. Or, le choix de certains agrandissements ne considère pas adéquatement les besoins réels d'espace. Enfin, chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur demande au cégep beaucoup d'informations exigeantes qui se révèlent finalement peu utiles. En ce qui concerne la Société québécoise du cannabis, la SQDC, sa mission est d'intégrer les consommateurs de cannabis dans le marché légal et de les y maintenir, dans une perspective de protection de la santé. Cependant, nous avons observé que son service conseil n'est pas toujours offert de manière à réduire les risques liés à la consommation de ces produits, comme le prévoient des orientations importantes de la réglementation. De plus, quand elle procède à la sélection de produits, la SQDC ne s'assure pas toujours d'obtenir des soumissions du plus grand nombre possible de fournisseurs. D'autre part, la SQDC ne s'assure pas d'offrir des prix compétitifs pour certains formats de ses produits. Elle n'a pas évalué les bénéfices potentiels de prolonger les heures d'ouverture de ses succursales sur l'intégration et le maintien des consommateurs de cannabis dans le marché légal. Au sujet de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance, près de 30 des installations de centres de la petite enfance et de garderie dont la qualité éducative a été évaluée par le ministère de la Famille ont échoué à cette évaluation et les actions correctives mises en place sont insuffisantes. Le taux d'échec était de près de 60 pour les garderies en 2022-2023. Nous avons aussi observé que le déclin du ratio de personnel éducateur qualifié se poursuit. La proportion de services de garde en installation qui n'atteignait pas le ratio de 2 éducatrices ou éducateurs qualifiés sur 3 a augmenté entre 2018 et 2023. Elle est passée de 32 à 46 Dans les garderies non subventionnées, cette proportion s'élevait même à 86 en 2023. Par ailleurs, le traitement que le ministère de la Famille fait des plaintes relatives aux services de garde éducatifs en installation n'est pas adéquat. Par exemple, le ministère ne classe plus les plaintes par ordre de priorité, ce qui fait que des plaintes peuvent ne pas être traitées en temps opportun. Enfin, l'évaluation de la qualité éducative des services de garde en milieu familial n'a pas débuté et la surveillance dont ces services de garde font l'objet varie d'une région à l'autre. Quant au régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons notamment soulevé des problèmes concernant les délais de traitement des plaintes. Dans 2 des 3 établissements audités, les délais prévus par la loi n'étaient pas respectés dans environ la moitié des cas. Dans le 3e établissement, les délais étaient mieux respectés, mais cela était dû à un traitement inapproprié de l'information, notamment au transfert de l'insatisfaction aux gestionnaires concernés sans autre démarche. Si une plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, des proportions importantes de dossiers demandent un délai de traitement de 90 jours et plus, alors que la loi demande 45 jours. De plus, si une révision est nécessaire,
C'est un comité de révision qui doit se pencher sur la situation et dans ce cas, les délais additionnels peuvent souvent dépasser 300 jours dans un des établissements audités. Nous avons aussi remarqué que des pratiques dans les établissements audités limitent certains droits et recours d'usagers inaptes et de leurs représentants lorsqu'ils souhaitent porter plainte. Les représentants des usagers ne sont pas toujours considérés comme des plaignants, ce qui peut limiter leurs droits. Enfin, dans de nombreux dossiers, on ne s'assure pas que la situation qui a fait l'objet d'une plainte est corrigée. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions en lien avec ce rapport. Donc, juste à me faire signe, ceux et celles qui ont des questions. Nicolas Lachance, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Dans le dossier des centres de services éducatifs à l'enfance, on vient d'entendre en Chambre la ministre se défendre, dire que les plans sont en branle, que tout va pour le mieux, finalement. Et à la lumière de ce que vous avez analysé, est-ce que vous avez l'impression que ce qui est fait actuellement par le gouvernement, par le ministère de la Famille, c'est assez pour inverser la tendance? On voit là, que de 2018 à 2023, la tendance, les taux d'échec augmentent, le ratio aussi, c'est pire. Donc, tous les constats qui sont faits, on voit finalement que ça se dégrade. Mais est-ce que ce qui vous a été présenté ou ce qui a été mis en branle par le ministère en ce moment, c'est assez pour inverser cette tendance-là? Ce qu'on constate, c'est que à l'époque, avant la pandémie, on demandait un ratio de 2 éducateurs sur 3 qui seraient qualifiés. Avec la pandémie, on est arrivé avec 1 sur 3. Depuis mars 2023, on demande 1 sur 2 et on demande à ce que ça devienne 2 sur 3 à partir d'avril 2027. Ce que nous avons constaté, c'est que ce ratio-là de 2 sur 3 en avril 2027 est pratiquement impossible à atteindre avec le niveau de le ratio qu'on a actuellement. À titre d'exemple, on a les installations de services de garde éducatifs qui ont déclaré un ratio inférieur à 2 sur 3 actuellement, je vous dirais en 2023. Les CPE, il y en a 18 %. Dans les garderies subventionnées, on parle de 53 % et dans les garderies non subventionnées, on parle de 86 %. Dans les 3 cas, c'est une augmentation importante. Alors, si on part de 2018 à 2023, dans les 3 cas, le ratio d'éducatrices qualifiées sur l'ensemble des éducateurs a diminué dans leur ensemble. Donc, ça va être très difficile d'atteindre 2 sur 3 en 2027. Et pour les autres constats? Constat du taux d'échec, par exemple, sur la qualité des services, puis également sur la sécurité dans les établissements donc, et le suivi des plaintes. Là. Au niveau des échecs, je vous dirais que depuis 2018, le ministère a mis en place un processus d'évaluation des garderies en installation, les CPE et les garderies subventionnées et non subventionnées, et le taux d'échec est en constante croissance. Pour atteindre, je vous dirais, au niveau, le taux d'échec atteint près de 60 % lorsqu'on parle des garderies subventionnées et non subventionnées. C'est près de 60 % alors qu'il est en 2022-2023 de un petit peu plus que 20 % pour ce qui est des CPE. Je dirais une petite dernière. Si je suis un parent ce matin qui va porter chaque matin son enfant dans un CPE, une garderie familiale, une garderie subventionnée, dois-je être inquiet? Mais ce qui est important, c'est la transparence dans un premier temps. Donc, s'assurer que... faut savoir que les résultats des évaluations ne sont pas publiés actuellement et ne seront publiés qu'à partir du moment où l'ensemble des installations auront été évaluées. Et au rythme où ça va actuellement, ce ne sera pas avant 2028 que l'ensemble des résultats seront diffusés. Alors, je pense que
une des choses importantes, c'est que l'information, premièrement, faire des évaluations, mais aussi devoir à ce qu'on soit informé. Donc, celles qui ont été évaluées présentement devraient être rendues publiques pour que les parents sachent c'est dans quels établissements qu'il y a eu ces manquements-là ou ces échecs-là. Naturellement, en tant que vérificateur général, je ne peux pas dire ce que la loi ou la réglementation devrait mentionner. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'ira pas avant 2028 en fonction de la loi actuelle pour que les résultats soient diffusés. Parfait, merci. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. Bonjour. Je vais continuer sur les garderies. Ensuite, j'aurai une question sur les cégeps. Le lien entre les ratios, la diminution des ratios et la qualité, c'est quoi? Vous l'identifiez dans votre rapport comme un des facteurs. Est-ce que vous diriez que c'est le facteur principal pour la baisse de qualité? Naturellement, on n'est pas en mesure de dire c'est quoi le facteur principal, mais on a identifié une corrélation entre le taux d'échec et le ratio éducateurs qualifiés et par rapport à l'ensemble des éducateurs au sein des garderies et des CPE. Puis ensuite, par rapport aux plaintes, il y a un nouveau type de classement. En fait, il n'y a pas de classement pour ce qui est prioritaire et urgent, ce qui permet au ministère de dire, par exemple, qu'on a 0 plainte urgente. Est-ce que c'est de la bonne gestion d'agir de cette façon-là? Mais c'est un élément que nous faisons part dans notre rapport. C'est qu'auparavant, on classait une plainte si elle était urgente ou prioritaire. Une plainte identifiée comme urgente ou classée comme urgente il devait y avoir une action prise dans les 24 heures. Si elle était prioritaire, elle se devait d'être prise à l'intérieur du 10 jours. Hein, c'est ça? Alors, c'est important, bien que le ministère puisse faire non officiellement cette classification-là, mais c'est important que ce soit documenté et qu'on puisse être en mesure de s'assurer que la classification est faite adéquatement. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Je m'excuse, j'en aurais juste une sur les cégeps, Olivier, désolé. Oui, c'est vrai. Il y a déjà des fermetures. Vous parlez de possibles fermetures à venir. Est-ce que vous craignez un effet domino? Puis est-ce qu'il va y avoir un point de rupture à un moment donné? Bien, c'est certain qu'il y a un enjeu puisque au cours des 5 prochaines années, les investissements qui seront requis seront de l'ordre de 1,7 milliard. Alors, non, excusez-moi, oui, effectivement, je reprends. Les investissements qui seront requis seront de 1,7 milliard, alors que le déficit de maintien et les exigences de maintien régulier, les investissements qu'on prévoit, c'est 100 millions. Je reprends, OK? Je pense que ça atteint nos capacités à bien s'exprimer. Alors, les exigences d'investissement seront de l'ordre de 1,7 milliard et ce qu'on prévoit investir, c'est 600 millions. Alors, c'est sur 5 ans? Sur 5 ans. Sur 5 ans. Oui, je m'excuse. Je suis... c'est bon. Mais donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un effet domino? Bien, c'est ce qu'on constate dans notre rapport, c'est que le déficit de maintien... Oui, merci. Le déficit de maintien et le maintien régulier, là, les exigences de maintien régulier sont en constante croissance et les investissements qui sont requis pour combler ce déficit-là ou ces exigences de maintien-là ne suivent pas cette courbe-là, bien au contraire. Le déficit de maintien et les exigences de maintien croissent plus que les investissements qui sont prévus au PQI. Mais qu'est-ce que ça va causer? Bien, on sait que nos cégeps ont autour de 60 ans d'âge. Donc, c'est certain que lorsqu'il y a des situations qui sont urgentes à traiter ou, ça se peut qu'il y ait des fermetures. Donc, par exemple, au cégep de l'Apocatière, on a fermé en 2023 la piscine. La seule piscine de la région. On a fermé
la résidence principale qui est au cégep de la Pocatière. Donc, ça, c'est des fermetures suite à des déficits ou des problèmes de maintien. Ça va arriver encore. Bien, je ne suis pas devin, mais les chiffres parlent. Merci. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, Madame Leclerc. Justement, dans votre rapport, vous dites qu'un environnement favorable et des bâtiments de qualité ont une incidence sur l'apprentissage et la réussite éducative. Quel lien vous pouvez faire entre l'état des bâtiments, l'état des cégeps au Québec et la réussite dans les cégeps? Est-ce que, par exemple, il y a un lien entre la vétusté des installations et le taux de diplomation? Qu'est-ce que... On n'a pas évalué ça, mais il y a peut-être de quoi tu veux ajouter relativement à ça. Je vais donner un exemple concret. C'est certains cégeps en surpopulation. Il y a plus de place dans la bibliothèque. Les élèves étudient dans les corridors. On met des espaces de ce style-là. C'est sûr que c'est pas un facteur favorisant une réussite éducative. Mais de là à faire un lien entre le taux de diplomation, je n'irai pas jusque-là. Parfait. C'est surtout ça l'enjeu. OK. Puis, de la même façon, pour ce qui est des garderies, au fond, le taux d'échec que vous constatez, puis le ratio d'éducateurs qualifiés, quelles conséquences ça a de façon générale, vous croyez, sur le développement des enfants de façon générale dans les services de garde éducatifs? Je ne suis pas en mesure d'être spécifique à cet effet-là, dans quelle mesure ça a un effet, mais ce qui est important, c'est de s'assurer que tous les services de garde sont évalués et que l'information soit accessible. Merci. Caroline Plante, La Presse canadienne. Est-ce qu'il y a des risques, ça rejoint un peu la question de mon collègue, là, est-ce qu'il y a des risques pour la santé et sécurité des enfants dans les garderies? Parce qu'on parle quand même de ça là, dans le constat sur le traitement des plaintes. On constate que le ministère n'est pas capable de gérer adéquatement les risques. Les interventions sont insuffisantes pour prévenir les manquements fréquents relatifs à la santé et sécurité des enfants. C'est quand même assez alarmant. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé et sécurité des enfants? Puis peut-être parler aussi de la vérification d'absence d'empêchement. Est-ce qu'on vérifie bien les antécédents des éducatrices? Pour ce qui est de la fréquence des manquements, là. Donc, par exemple, pour la gestion des produits toxiques et d'entretien, environ 75% des inspections complètes font état d'au moins un manquement concernant l'entreposage sous clé de ces produits. La gestion des médicaments, donc environ 50% des inspections font état de manquements relatifs à l'entreposage des médicaments et à la conservation de médicaments expirés. Donc, c'est fort important là, que le ministère fasse un suivi parce qu'actuellement, ce que le ministère s'assure, c'est que, il va y avoir un renouvellement de permis. On peut raccourcir le délai pour le permis, mais je vous dirais, les conséquences sont relativement limitées, à part que ça. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Dans le fond, vous avez fait référence à plusieurs éléments là, du rapport, effectivement. Suite aux lacunes qui sont constatées, c'est là qu'on embarque normalement dans un accompagnement des services de garde. Entre autres, on parlait là, des manquements fréquents qui reviennent dans les inspections. Ce qu'on dit, c'est que le ministère a mis en place certaines mesures pour accompagner ou en tout cas permettre d'avoir aux services de garde des informations. Mais quand ils passent dans ces inspections, ils retrouvent, c'est ça, entre 75 ou 50% selon l'élément, retrouvent toujours les mêmes manque. Donc, nous, ce qu'on dit au ministère, c'est de toute évidence, les mesures que tu as mises en place ne sont pas suffisantes. Donc, trouve autre chose, fais autrement. La problématique aussi qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas capable de savoir dans le système du ministère est-ce que le manquement est vraiment très grave ou le manquement est finalement un peu bénin. Un médicament expiré, mais qui peut toujours être utilisé, par exemple une crème solaire, par rapport à un produit toxique qui est entreposé où les enfants, à portée des enfants, où les enfants peuvent avoir accès, c'est pas la même chose. Puis on n'est pas capable de savoir ces informations-là actuellement. Donc déjà, le ministère devrait avoir ces informations-là. Ce sera un premier pas. Là.
Puis sur... L'autre question, c'est sur la vérification d'absence D'antécédents, oui, qui en fait partie aussi. Ça ressort là, de ce qu'on a vu dans 20 des inspections. Là non plus, on n'a pas le détail exactement sur quelle proportion vraiment est-ce que la personne pouvait avoir un empêchement ou c'est juste que le document a été reçu après que la personne ait commencé à travailler, mais finalement tout était correct. Bien, c'est des informations là, qu'on ne peut pas savoir la gravité là, actuellement avec ce qu'il y a dans le système du ministère. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que ça ressort dans 20 des inspections? Des inspections, c'est qu'on sait, dans le fond, que dans 20 des inspections, il y avait un problème avec la vérification des empêchements, mais on n'est pas capable de savoir actuellement avec les données dans le système est-ce que c'était un problème grave ou c'était, bien, somme toute mineur. Là, comme je vous dis, ça peut être un retard dans la réception du document, mais finalement, quand le document est arrivé, tout était correct. La personne pouvait travailler dans le service de garde. Là. Fait qu'on on sait pas ça. Là. Puis, dernière question pour ma part. Oui, oui. Non, comment ça, c'est pas ça? Bien, le ministère ne saisit pas ce type d'information-là dans son système. Savoir s'il y a des antécédents, donc le ministère n'a pas accès à ça? Bien, dans le fond, ce n'est pas nécessairement le travail du ministère d'avoir accès à qui a des antécédents ou pas. Mais le ministère, quand il fait son inspection puis qu'il va dans le service de garde puis qu'il dit, bien, est-ce que vous avez reçu la vérification d'antécédents avant que la personne X ou Y travaille chez vous? Si le service de garde dit, ah, ben non, je l'ai pas reçu, bien oui, mais la personne travaille chez toi puis tu l'as pas reçu, tu devrais l'avoir vérifié avant. C'est dans 20 des cas? Bien, oui, dans 20 des cas, il y a eu une problématique, mais justement, on n'est pas en mesure de savoir laquelle. Puis c'est ce qu'on dit au ministère, tu devrais au moins toi-même, dans le fond, recueillir cette information-là puis voir la gravité, parce que si finalement, c'est des cas où ben, c'est juste des retards dans la réception du document, ben OK, mais peut-être moins d'emphase là-dessus puis mettre de l'emphase où il y a vraiment des problématiques, mais pour l'instant, on n'est même pas capable de le savoir. Et vous n'avez pas eu accès à ces rapports-là, par exemple? Là, vous n'avez pas fait de vérification d'antécédents, par exemple? Vous, non, c'était pas, pas dans nos travaux. Puis juste peut-être pour conclure, sur le plomb, pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur la concentration de plomb dans l'eau, dans les garderies? Je vais te laisser répondre. Oui, bien. Bien, le plomb dans l'eau, dans le fond, peut affecter, même avec un dépassement qui n'est pas si important, peut affecter le développement des enfants, là, surtout quand c'est une exposition à long terme. Donc, on a décidé de jeter un regard là-dessus là, pour cette raison-là, parce que c'est un déterminant quand même qui peut affecter là, l'apprentissage, le développement moteur des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attardé à ça précisément. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, Madame Leclerc, juste si on pouvait, là, par rapport à tous les constats que vous faites aujourd'hui sur les garderies, les CPE en installation, tout ça, comment vous le qualifiez, votre constat, aujourd'hui? Je vous dirais, lorsqu'on fait des constats, lorsqu'on rédige un rapport, c'est parce que c'est d'intérêt pour les parlementaires. Donc, faut savoir que nos travaux couvrent très large. Et ce qu'on présente dans nos rapports, c'est parce qu'on croit que les parlementaires doivent être informés et que des recommandations doivent être, que nos recommandations doivent être appliquées. Donc, c'est certain que tout constat que nous faisons, c'est parce que nous les considérons comme importants. Puis, est-ce que vous le jugez préoccupant aujourd'hui, alarmant? Comment vous le définissez pour les garderies et CPE? On ne qualifie jamais nos rapports, mais vous pouvez voir à la teneur de nos recommandations que nos recommandations sont relativement importantes. Aussi, sur ce... Là, on est beaucoup dans la qualité des services. On a beaucoup parlé d'accès avant. Est-ce que c'est la première fois que vous vous penchez vraiment sur la qualité, en fait, ce qui se passe vraiment à l'intérieur du CPE de façon plus précise? Mais ça fait 9 ans que je suis au vérificateur général. C'est la première fois en 9 ans, mais peut-être auparavant. Je ne suis pas en mesure de vous dire avant mon arrivée si on s'était penché sur... Puis, rapidement, j'en ai 2 petites autres, mais sur l'opération main-d'œuvre, vous en parlez un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, le gouvernement nous dit qu'il y a une crise sans précédent, donc ils sont un peu, en fait, c'est un peu leur défense, là. Qu'est-ce que leur opération recrutement, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais te laisser répondre, Caroline. Bien, comme tel, on ne commande pas l'opération main-d'œuvre en tant que telle. C'est une démarche qui a été prise. Dans le fond, il faut faire des choses pour aller recruter les gens. Ce qu'on commande, c'est la façon dont le ministère fait le suivi des résultats des mesures dont il a la responsabilité. Donc, d'une part, on sait, là, on a pu voir qu'il avait atteint à peu près 70 de sa cible qu'il avait fixée pour ces mesures jusqu'à maintenant. Sauf que sa façon de mesurer fait en sorte qu'il
prend en compte autant le personnel non qualifié que le personnel qualifié, alors que ce qu'on veut, c'est plus de personnel qualifié. Mme Leclerc l'a indiqué tout à l'heure, dans le fond, on n'atteint pas les ratios qui sont requis ou qui vont revenir bientôt. Et d'autre part aussi, la qualité des données que le ministère utilise là, pour établir ces chiffres-là, si on atteint de la cible, présente certaines faiblesses là, par rapport à d'autres données qui étaient disponibles au sein du ministère. Là. Parfait. Puis en terminant, sur les plaintes en santé, je n'ai pas lu cette partie-là là, de façon précise, mais est-ce que vous penchez sur la création de Santé Québec qui va quand même avoir un poste de commissaire national aux plaintes? Est-ce que vous voyez ou vous anticipez des améliorations dans le traitement des plaintes avec la création de Santé Québec? Bien, que ce soit au sein de Santé Québec ou que ce soit le ministère de la Santé, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils appliquent les recommandations qu'on a émises. On a des constats qui sont assez préoccupants. Alors, ce serait important que quel que soit l'organisme qui sera chargé de gérer les plaintes, que le commissaire national à la santé, qu'il soit au ministère ou qu'il soit à Santé Québec, bien, il faudra que... Bien, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils appliquent adéquatement nos recommandations. Bien, il y avait quand même, vous parliez des délais. Là. On dit que Santé Québec va justement s'attaquer, on va être plus efficace. Entrevoyez-vous une amélioration avec bien, il y a la deux création choses de dans ça? les délais. Hein. Il y a les vrais délais. Donc, la loi demande que ce soit réglé à l'intérieur de 45 jours. On a vu qu'il y avait plusieurs, dans les CIUS qu'on a audités, mais il y avait un défi à le faire à l'intérieur de 45 jours. Donc, plus de la moitié, c'était en plus de 45 jours. Mais il y a la qualité de l'information aussi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au CIS de Laval, 95 les plaintes étaient traitées à l'intérieur du 45 jours, mais de façon inadéquate. Alors, c'est important que non seulement qu'on ait la bonne statistique, mais que l'information qui sous-tend la statistique soit adéquate. Est-ce que d'autres questions en français? Juste une précision, parce que vous avez parlé de l'opération main-d'œuvre puis des ratios. Vous dites qu'il va être quasiment impossible d'atteindre le ratio, la cible en 2027. Mais ce que dit la ministre, c'est que ça prend 3 ans à former une éducatrice. Donc, si on commence l'opération aujourd'hui, il est réaliste de penser qu'on va avoir des renforts arrivés en 2027. Vous dites que c'est pas tout à fait réaliste? Mais ce qu'on a dit dans le rapport, c'est que ça peut être difficile parce qu'effectivement, d'octobre 21 à juin 2023, dans le fond, il y avait une certaine cible à atteindre. Ils en ont atteint seulement 70 puis c'est pas nécessairement du personnel qualifié, c'est plutôt du personnel non qualifié là, qui a été recruté. Donc, ça peut s'avérer difficile là, pour les années à venir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage le ministère le plus rapidement possible là, à mettre en marche des mesures supplémentaires pour arriver dans 3 ans à avoir le personnel requis. Okay. Je me demandais, en fait, est-ce qu'on a sacrifié la qualité au profit de l'accès? Oui, vas-y. Bien, dans le fond, c'est pas ce qu'on établit dans le rapport là, actuellement. Tu sais, on voit notre rapport sur l'accessibilité a été fait il y a à peu près 3 ans, mais les données qu'on montre là, tu sais, partent d'avant ça. Là, les ratios, dans le fond, ça fait plusieurs années, même avant que l'accessibilité, le plus de places qui soit faite, bien, déjà les ratios avaient commencé à se dégrader. Les évaluations de la qualité dès la première année, bien, il y avait quand même des taux là, qui étaient élevés. Donc, dans notre rapport, on ne fait pas un lien entre les deux. Et aussi, il y a la période pandémique aussi. Il faut pas oublier qu'avant la pandémie, c'était 2 éducateurs sur 3 qui étaient exigés, mais naturellement, avec la pandémie, on a eu moins d'exigences. Alors, ben c'est ça, il faut remonter la courbe. Là. Puis, juste une dernière précision, quand vous avez dit à Caroline, dans 20 des cas, on a un problème avec la vérification des antécédents. C'est quoi le type de problème? C'est on l'a pas ou on... Qu'est-ce qui est un problème, en fait? À quel type d'écueil vous êtes confrontés? Bien, dans le fond, ces chiffres-là, c'est pas nous qui les avons trouvés dans les dossiers des services de garde, c'est les chiffres qui ressortent des inspections même du ministère, là, que le ministère a conduit. Okay. Donc, comme je vous disais aussi, on n'a pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, dans les systèmes d'information, on n'a pas, il n'y a pas de classement de la gravité, il n'y a pas de classement par type de manquement, mettons, pour justement l'aptitude ou les produits toxiques. On n'a pas de sous-regroupement. On sait seulement que ça tombe dans cette catégorie-là. Là.
Ça tombe dans la catégorie qui s'appelle? Ben, dans le fond, nous, dans le rapport, on énonce certaines catégories. Là, par exemple, la gestion des produits toxiques et d'entretien. On sait que dans 75 des inspections, il y a une problématique, mais on n'a pas de sous-ensemble de quel type de problématique. Donc, c'est la même chose pour la vérification des absences d'empêchement. C'est une catégorie, mais quelles sont les sous-catégories en tout ça, on n'a pas l'information. Passe aux questions en anglais. Cathy Senet, CBC. Mrs. Leclerc, bonjour. What do you say to parents that are looking already at news articles that came out, and the main topic is the quality of educational services in daycares, mainly subsidized and private, and the rate failure is very high. So what do you tell them? Because they may just be worried if their child or their children is there in one of those daycares, and they may be worried about their development, which is fair. When you look at those numbers, I would be if I would be a parent. First of all, the evaluation was based on some criteria. The first criteria is the interaction between the employees and the children, how the installation is organized. So there are many criteria, and they are basic ones. Yes, it is some important criteria, the planification of activities and the interaction with the parents. So what are our findings is that there is an increase in the not success in the evaluation. There is an increase, and it will be only by 2028 that the result will be published. So what we say is that it is late because we started in 2018 to establish those criteria, and it will be only in 2028 that they will be publicly published. So that is what are my findings, I would say, about the evaluations. What do you say to parents that are worried when they read articles on your report on this? Well, you have to know that the Auditor General rely on the parliamentary people. So our findings are addressed to the National Assembly, and that's to the parliamentary to use our report and to ask to the Ministère de la Famille to do what is proper, what they have to do regarding our recommendations. Because just a failure of 60%. I mean, the quality is so bad. 60% failure. Well, are we in Quebec? What preoccupies us is the fact that there is an increase from year to year regarding the evaluation, and that is and one lack that we have identified is the fact that we have challenged to get the ratio of 2 qualified educational person. Well, daycare worker? Qualified daycare worker. So the evaluation, the success in the evaluation decrease, and the ratio also is less than it should be. And the Ministère de la Famille want to have a ratio of 2/3 by 2027. And what we say is it will be a real challenge. Franca Miniaca, Global.
Good afternoon. Why do you say it's not necessarily likely that they'll reach that ratio by 2027? What indicators do you have to that? Well, what we see is that actually the ratio continually decrease. Okay, so the percentage, for example, in CPA in 2018, 7% of the installation, can I say that? That had a ratio under 2/3 was 7% in 2018, and in 2023 it is 18%. So an increase in not satisfying the ratio is of 11%. If we talk about the daycare, not subventioned, not subsidized. In 2018, it was 72%, and in 2023, it is 86%. So there is an increase of 14%. And if we talk about the daycare subsidized, the increase is about 33%. So it will be a challenge to access to the ratio 2/3 by 2027. I just want to clarify something you said earlier in terms of the drop in success rate or the rate of failure of these evaluations. What is it exactly that explains that rate? Well, we don't know what explained that rate regarding the evaluation, but what we saw is that there is a correlation between the ratio of qualified educator and the success or unsuccess with the evaluation. And sorry, if I could just have one more. I wanted to ask you as well about just the lead in the water. How much of a concern is this? How concerned should parents be by these results? Well, tu veux-tu y aller pour le plan? En anglais? Vas-y en français, puis je vais I will go. OK. Ce que nous disons à propos du plomb dans l'eau, c'est que, dans le fond, oui, il y a des résultats qui montrent que certains services de garde ont du plomb dans l'eau, mais ce qui est important, c'est que, dans le fond, les tests n'ont pas été menés dans tous les services de garde. Et même quand le test a été mené, le ministère a subventionné des filtres pour permettre de retirer le plomb, mais le ministère ne s'assure pas dans ses inspections que ces filtres-là sont installés. Donc, il ne va pas jusqu'au bout là, de son processus. Do you want If you're able to. Yeah. Okay. So first of all, not all the daycare have evaluated the level of plomb. What is it? Lead. Lead in the water, and the Ministère de la Famille has provided some filter, and not all the daycares had installed the filter. So we all know how challenging can be having lead in the water. And so first thing, it is important to have the daycare doing the test. And second, it is very important to install what is provided, the filter that could improve that situation. Just had one clarification about the ministry evaluates as well the results of the evaluations for all the daycares. Yeah. How did you find that the assessment of the ministry is inefficient? How is that possible, since it is in place since a few years already? Okay, I will try to answer. When there is an unsuccess in an evaluation, there should be an action plan that should be provided. Okay, so over 64 action plan that was required to be provided.
24 were not provided. Okay, so over the 40 plans that had been received, we looked at 38 of them to see if the action plan would be okay based on the ministry criteria. And what we identified is that 21 plans, there were no moyens, No means? no means to improve what had identified as a problem. So they were inadequate. They were inadequate. So that's a lot. That's a lot. Petite précision en français, je vais revenir sur la première question de ma collègue. Si on regarde les chiffres froidement, est-ce que c'est encore mieux de choisir choisir, c'est impossible, d'obtenir un CPE qu'une place subventionnée familiale? Quand on regarde les chiffres, là, si on veut que notre enfant ait une éducation de qualité. Bien, notre rapport fait état de 2 types de chiffres, je vous dirais. Donc, le premier, c'est l'évolution du taux d'échec aux évaluations. On voit que dans tous les cas, il y a une augmentation du taux d'échec. D'autre part, le taux d'échec est moins élevé dans les CPE, mais il est plus élevé dans les garderies subventionnées et non subventionnées. L'autre élément quantitatif qu'on a dans notre rapport, c'est le ratio d'éducateurs qualifiés par rapport aux éducateurs, à l'ensemble des éducateurs. Et on constate que pour 2023, bien 18 des CPE n'avaient pas le ratio de 2 sur 3. 2 sur 3 qui sera exigeant en 2027, là, je le rappelle. Et les garderies subventionnées, c'est 53 et pour ce qui est des garderies non subventionnées, c'est 86 Donc, froidement... Bien, c'est un choix. Hein? Il y a plusieurs autres éléments à considérer, tant quantitatifs que qualitatifs, mais notre rapport a 2 données quantitatives. Qui démontreraient que la qualité des services est meilleure dans un CPE que dans les... Je ne suis pas en mesure de conclure comme ça. Merci, c'est beau. Merci. Merci tout le monde.